Claude Beisbouche est directeur de recherche émérite au laboratoire des physiques et de la matière condensée à l'école polytechnique, laboratoire donc de l'école polytechnique, de l'Institut polytechnique du CNRS, je ne me trompe pas. Il est également chercheur associé ou professeur associé à l'Université de Californie, Santa Barbara. Il est connu de toute la communauté pour ses apports dans le couplage fort et les effets de couplage photons-électrons dans les microcavités. Il est connu pour ses travaux sur les LED, aussi bien travaux fondamentaux que les applications, y compris le problème essentiel de l'extraction de l'énergie des LED, qui est un problème économique et écologique. Et cette recherche fondamentale et appliquée l'a amené à co-créer la société GenWave, qui est une société qui a vécu comme elle a pu parce qu'elle était en anticipation de phase par rapport à ce qu'on attendait ou ce qu'on pouvait faire comme application et comme commercialisation, et qui a eu une reconnaissance extrêmement importante grâce ou à cause du Covid. Et Claude est depuis est revenu à la recherche fondamentale au laboratoire des Polytechniques, où il travaille sur les propriétés des nitrures, sur le désordre, mais chez Claude, recherche fondamentale et application ne sont pas très éloignées, et sont jamais éloignées, comme le montre le prix qu'il a eu l'année dernière, le prix, la médaille d'application de l'Académie des sciences. Claude, la parole est à toi. Bien, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter cette conférence. Je pense que je le dois simplement au fait que, bien qu'étant encore très jeune, je suis le moins jeune des opérateurs dans les semi-conducteurs 3.5, que j'ai commencé il y a fort longtemps, et que donc ça m'a permis de vivre toute cette histoire et aventure des 3.5. Euh, alors, je vais parler des quantum dots pour l'optoélectronique. En faisant mon homework, en regardant un peu la littérature, finalement, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Vous verrez vous aurez peut-être des surprises dans ce que je raconterai. Alors, l'histoire des boîtes quantiques, ça remonte assez loin. Au fond, ça monte au moment où, à partir de la mécanique quantique, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend des objets petits. Et déjà, ça, c'était pas tout à fait évident. On connaissait, tout ça est venu, l'application de la théorie quantique au solide, c'est le théorème de Bloch, qui dit on a des fonctions qui s'étendent à l'infini dans des solides cristallins parfaits, à température nulle. Et donc qui ne voit pas les ions du cristal. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le cristal n'est pas infini? Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'onde de Bloch? Je vais vous montrer ça. Et donc, ce dont on parle, c'est les effets de taille quantique dans les solides. Et donc, l'histoire a commencé un petit peu après la mécanique quantique. Et le premier papier qu'on trouve, c'est en 1937 et c'est sur les métaux. C'est sur les métaux parce que les semi-conducteurs, à l'époque, n'existaient pas vraiment, n'étaient pas bien connus, étaient à peine connus, à peine identifiés. Et on ne savait pas vraiment bien les faire. Donc, c'était les métaux. Pendant longtemps, c'était les métaux. Le premier papier qui ressemble à des semi-conducteurs, c'est en 55 par Lifshitz. Alors, je vais parler de Lifshitz. Ce n'est pas le Lifshitz de Landau Lifshitz. C'est son frère qui a fait beaucoup plus de physique, qui était bien meilleur. Et donc, après, comme d'habitude, oui, bah, vous connaissez bien la phrase célèbre, dans le Landau et Lifshitz, il n'y a pas une ligne de Landau et il n'y a pas une idée de Lifshitz. C'est quand même ce qui se... Mais ça, c'est l'autre Lifshitz. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites d'abord en Union soviétique. Et je vous montrerai deux ou trois résultats. Et puis après, le papier fondamental, ça a été le papier sur les puits quantiques de Dingle et Henry de Bell Labs en 74. Mais déjà là, il y avait eu avant des précurseurs en Union soviétique. Donc, si on regarde l'histoire, des nanoparticules, déjà des objets très petits, il y en avait déjà en 57 dans les solutions colloïdales de Faraday.
Après, il y a eu des boîtes quantiques dans des solutions solides. Là, je vous montre des résultats d'Ekimov en 1980. Il y a eu les puits quantiques de Dingle et Henry en 74. Il y a eu les boîtes quantiques en solution donc de Bruce et Bawendi. Et il y a eu enfin les boîtes quantiques self-assemblées euh, au CNET en 85. Alors, je ne vais pas vous laisser croire que je ne suis pas au courant que les colloïdes métalliques d'or de Faraday n'ont pas d'effet quantique. C'est bien sûr des effets de placement, compris en 1908 sans théorie quantique, hein, c'est des métaux simplement, avec beaucoup d'électrons. Et quand on regarde, alors comme vous voyez, il y a trois millénaires de nanocristaux. Mais enfin, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'était des effets quantiques. Et quand on regarde l'histoire et qu'on cherche un peu comment les gens faisaient des colorants au cours de l'histoire, on s'aperçoit que, bien sûr, il y a beaucoup de très belles choses qui ont été faites avec des nanoparticules métalliques. Et si on cherche, on ne trouve pas vraiment de boîtes quantiques semi-conductrices comme on les connaît, où la couleur changerait avec la taille, hein. Je veux pas, on peut en discuter, hein, je n'ai pas tant de monter là-dedans. En fait, on voit pas ça. Alors maintenant, j'en viens au théorème de Bloch. Dans un solide parfaitement organisé, les fonctions d'onde s'étendent à l'infini et sont produits d'une fonction d'onde localisée sur les ions et d'une onde plane, enveloppe, d'une onde enveloppe. Et la fonction d'onde résultante, c'est une onde de Bloch qui va à l'infini. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un petit morceau d'un solide qui va à l'infini? Eh bien, comme vous le savez, un très bon exemple, le plus simple peut-être, c'est celui des puits quantiques semi-conductrices, des semi-conducteurs, où on a une couche de matériaux de gap fait par rapport à deux couches de matériaux à gap plus fort. Et dans ce cas-là, on voit que la fonction d'onde d'enveloppe de la fonction de Bloch est confinée des deux côtés du puits quantique par des puits de potentiel. Et la vraie fonction d'onde devient donc produit de la fonction enveloppe et des fonctions périodiques de la fonction de Bloch. Donc ça pouvait être fait qu'à partir après. Donc Bloch, c'était 1928. Les semi-conducteurs ont quand même attendu 4 ans pour être compris. C'est la théorie de Wilson qui explique que lorsqu'on fait des solides, lorsqu'on a des structures de bandes, eh bien, il existe certains solides, moins nombreux que les métaux, pour lesquels les bandes d'énergie sont séparées. Ça donne des isolants ou des semi-conducteurs suivant que la bande interdite est importante ou pas. Alors, je reviens aux métaux. Donc, on connaissait plutôt les métaux. Et donc, dans les métaux, si on fait des couches minces, il va y avoir quantification de la partie, de la fonction enveloppe de la fonction bloc. Et donc, il va y avoir quantification. Et quand on regarde après, par rapport à la sphère de Fermi, comment se situent les différents niveaux d'énergie pour les différentes quantifications, on s'aperçoit effectivement que les différents niveaux d'énergie se répartissent sur des disques pour un puits quantique. Et donc, chaque fois que que la taille change, les disques vont traverser la surface de Fermi, il va y avoir des oscillations de certaines propriétés, ici la conductivité. Là, j'ai pris une couche mince. On prend des nanoparticules sphériques, bien sûr, ça va être des sphères emboîtées, ces niveaux quantifiés, et je ne sais pas très bien les représenter, mais magnifiquement, en 1937, premier papier par Fröhlich calcule la chaleur spécifique de nanoparticules métalliques et il montre que la chaleur spécifique doit changer avec la taille. Il y a un article de revue là, en 86 par Alpérine. Euh, j'ai cherché, je crois que ça n'a jamais été démontré encore. Parce que simplement, il y a une question de matrice et séparer l'effet des nanoparticules métalliques de la matrice, c'est pas évident. On a fait beaucoup d'autres choses, comme avec des métaux. J'en viens maintenant à 55, donc l'autre Lifshitz, qui calcule un gaz dégénéré
Alors, il ne dit pas si c'est des semi-conducteurs ou des métaux, c'est un gaz dégénéré, et il dit que bah, quand il y a quantification, on voit des oscillations d'un certain nombre de propriétés thermodynamiques des particules. Après ça, bien sûr, la grande mutation, c'est vraiment pour les interfaces des semi-conducteurs. Et de manière très intéressante, en 56, Schrieffer fait la théorie des niveaux d'énergie, la quantification des niveaux d'énergie dans les couches d'inversion. Alors, tout son papier, c'est les couches d'inversion. Puis à la fin, il dit, mais lorsque l'épaisseur de la couche d'inversion à la surface d'un semi-conducteur ou une interface est très mince, il peut y avoir quantification. Et de manière très intéressante, il dit, ah oui, mais vu la séparation des niveaux qu'on va avoir, comme il y a un fort scattering de surface, on ne verra pas ces niveaux, on verra un continuum lorsqu'on fait les mesures. Fort heureusement, tous les expérimenteurs n'ont pas cru Schrieffer, mais que ce soit Schrieffer quand même. Et bien sûr, on a vu la quantification en 66 par un certain nombre d'auteurs chez IBM. Ça, c'était un calcul fait par Ando en 76. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on s'est intéressé aux surfaces-interfaces. J'y reviens pas. C'est parce que, juste en un mot, les premiers transistors, c'était sur des inversions de surface. Le transistor à pointe de 1947 était un transistor à pointe, et donc tout se passait à la surface. Donc c'était normal qu'on s'intéresse aux surfaces. J'en reviens au puits quantique, et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est pour quelle épaisseur d'hétérostructure est-ce qu'on va voir des effets quantiques, de quantification? Bien sûr, il faut que ce soit suffisamment mince pour que, à température ambiante, par exemple, les différents niveaux d'énergie ne se mélangent pas, sinon on pourrait faire des paquets d'ondes qui se propagent de manière homogène à travers la structure. Et donc, il faut que les niveaux d'énergie soient bien séparés de plus de kT. Et donc, pour GAS, il faut typiquement 20 nanomètres d'épaisseur. C'est bien connu. C'est dans ce régime qu'on travaille. Alors, juste pour vous donner une idée de tout ce qui s'est passé, encore une fois, il existe beaucoup de choses, mais juste pour donner quelques exemples. Donc, dès 1936-37, il y avait quelques effets sur des effets photochromiques de taille dans l'oxyde de titane. J'ai parlé des métaux et de Fröhlich. Il y avait des verres dopés aux semi-conducteurs, et ça remonte au 19e siècle. Je vais en parler un peu. Il y a bien sûr les matériaux qui sont en couche, naturellement, par exemple comme le graphène, le graphène existait déjà avant qu'on découvre le graphène, comme beaucoup d'autres choses. Et il y a tout ce qui s'est fait en Union soviétique dans les années 60. Il y a plein de choses. Et je vais vous montrer, par exemple, une des manips spectaculaires de 69. Donc, c'est bien avant les puits quantiques GRS, des couches minces d'antimony d'indium, où en fonction de l'épaisseur, Filatov voit bien les niveaux quantifiés, il voit même des très belles marches, parce que bien sûr, dans les LSB, il n'y a pas d'effet d'exciton, et donc on n'est pas embêté par des pics d'exciton, on voit vraiment des marches carrées. Euh, 69. Je ne sais pas comment il faisait ces couches, hein, mais c'est assez spectaculaire. Et finalement, on retrouve un peu les différentes possibilités qu'on connaît aujourd'hui. Il y a les hétérostructures, ça date des années 70. Les solutions dans les boîtes quantiques ont été identifiées par Ekimov en 1980 et les boîtes quantiques qui sont en solution, en phase gazeuse ou en phase liquide, identifiées par Bruce et Bawendi. Comme vous le savez, Kimov, Bruce et Bowendi ont le prix Nobel de physique il y a 2 ans. Euh, Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les boîtes quantiques de Bruce, c'était des solutions colloïdales qui étaient étudiées à la fin des années 70, début des années 80, par pas mal de gens, hein, Krautler, Kretzer, tout ça, parce qu'ils voulaient faire de la photocatalyse pour déjà séparer l'hydrogène et l'oxygène pour récupérer l'hydrogène par photocatalyse de l'eau. Et ils avaient tous des boîtes quantiques sans savoir. Et le premier qui a identifié des boîtes quantiques, c'est Bruce.
de manière tout à fait étrange. Il s'est aperçu que la couleur de sa solution changeait quand il a laissé vivre sa vie, lorsqu'elle vieillissait. Et il a compris que du coup, c'était la taille qui changeait. Et donc, c'est comme ça qu'il a compris que c'était des boîtes quantiques. Mais c'était déjà après Ekimov. On ne m'entend pas bien? Ah oui, mais il faut... oui, oui. Bien. Bon, ben, je recommence. Euh, alors, pour vous montrer que ça date de loin, les premiers brevets sur les verres colorés avec des sels de cadmium et du soufre, eh bien, ça date, là, j'ai un brevet de 1892, pardon, où il décrit très clairement comment il fait. Il met du sulfure de sélénium et de cadmium dans une solution de verre en fusion, et il voit qu'ils ont des verres colorés suivant les temps de recuit. 1892. Euh, alors, il y en a d'autres, hein. Là, il y en a par exemple, je sais plus, c'est un brevet français, donc pour Schott, et ça date de 67. Donc, apparemment, quand même, on a réussi à prendre des tas de brevets sur les verres colorés au cours des années sur les mêmes principes. Et donc, celui qui a identifié ces verres colorés, la nature de ces verres colorés comme étant dû à des boîtes quantiques, c'est donc Ekimov. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, c'était bien décrit. Et il voit des pics, et suivant le temps de recuit, il voit que la taille et la longueur d'onde varient comme on l'attend. Alors, les papiers d'Ekimov ont un impact énorme. Alors, les gens s'en rappellent pas bien. Moi, j'étais en plein dedans. En plus, à l'époque, j'étais à Saint-Gobain. Donc, c'est intéressant. Et donc, c'était les premiers atomes artificiels. Donc, ça, c'est pas gentil. Les premiers atomes artificiels. Et c'est pas très facile à mettre en œuvre. Mais il faut pas les oublier quand même, les boîtes quantiques, hein. Ici, je sais bien qu'ici, on est dans les boîtes auto-organisées, mais il faut pas les oublier parce qu'on peut faire beaucoup de choses quand même. Là, on peut en faire des saturants absorbables, je vais en parler brièvement. C'est la revanche des 2,6. Pour les gens des 2,6 qui sont dans la salle et qui ont beaucoup souffert pendant des années, parce qu'ils ont fait des lasers visibles qui marchaient très bien dans les années 80, marchaient très bien quelques secondes. Ils ont un peu progressé, ils sont arrivés à quelques heures, mais alors que les meilleures boîtes quantiques, c'est des boîtes quantiques de 6. Alors pourquoi ça? Longue théorie, on n'est pas tous d'accord d'ailleurs. En tout cas, ce qui se passe, c'est que dans les matériaux plus quantiques, il y a des dislocations qui se génèrent et qui se propagent facilement, comparé aux nitrures où les dislocations ne se forment pas et se propagent pas et ça marche, ce qui est curieux. Les nitrures, ça marche, les 2,6, ça marche pas. Assez surprenant puisque l'énergie qui est récupérée lors d'une recombinaison non radiative, dans tous les cas, c'est de l'ordre de 2-3 électronvolts. Donc, ce n'est pas l'énergie qui est libérée qui crée la dégradation, c'est vraiment le fait qu'il y a la génération de défauts et la propagation de ces défauts qui fait qu'il y a une dégradation. Par contre, pour les boîtes quantiques, bah, bien sûr, les dislocations, il est préférable, plutôt que de créer des dislocations. Migration ont été vues dans le quartier. La patronne du garage ne veut pas perdre son ouvrier. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui parle là, hein. Il y a un peu de diaphonie apparemment. Euh, donc, je reviens aux boîtes quantiques de 6. Bien sûr, il est préférable pour les défauts de migrer à la surface plutôt que de créer une dislocation à l'intérieur. Et c'est pour ça que ces boîtes quantiques sont excellentes. Donc, ils ont leur revanche, les amis des 2,6. Et après, ces boîtes quantiques, quand même, sont intéressantes pour générer des couleurs. Donc, comme vous le savez, on les utilise dans les télés, en imagerie, en biologie, pour faire des étiquettes de biomarqueurs dans le diagnostic médical. J'ai beaucoup utilisé ça dans mon entreprise GeneWave. On en fait des diodémétrices de lumière.
On prétend vouloir en faire du photovoltaïque à bas coût, à grande surface. Manque de bol, bas coût, grande surface, le silicium sait faire ça très bien pour faire du photovoltaïque avec un très bon rendement. Et on peut en faire des détecteurs. Là, je dois juste montrer deux, trois applications. D'abord, un truc sidérant, une manip sidérante. En 1964, à Thomson CSF, hein, à Corbeville, à côté, les gens ont mis du verre qui, du verre coloré, sélénium, sulfure de cadmium, devant un laser à rubis. Ça venait juste d'être inventé, hein, le laser à rubis, ça devait être 2, 3 ans avant. Mais et ils utilisent ça comme saturant absorbable et ils arrivent à faire des impulsions extrêmement importantes. 1964, ça c'est sidérant. Après, on peut faire, j'en parlerai un peu plus tard, je parlerai de la physique un peu plus tard, on peut en faire des détecteurs intersous-bandes qui marchent pas mal. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut les faire en grande surface pour des longueurs d'onde où c'est difficile de faire ça avec avec l'INGAS habituel. Et c'est pas inintéressant. Et moi, je conseillerais de surveiller ça très attentivement. C'est quand même des choses bas coût, grande surface qui peuvent être utiles. Puis il y a maintenant une application que j'ai découverte en faisant mon homework qui m'a sidéré, c'est la détection directe de la matière noire avec des boîtes quantiques. L'idée, c'est que vous pouvez faire des détecteurs de grand volume qui ratent pas une particule de haute énergie, hein, c'est des GeV généralement, avec un rendement quantique de l'ordre de l'unité, même supérieur à l'unité parce qu'ils pensent à la génération multi-excitons dans les boîtes quantiques. Mais en tout cas, ils disent bah, c'est au moins 2 ordres de grandeur meilleur que tous les détecteurs qu'on a aujourd'hui pour faire la détection de matière noire. Donc, je suis un peu sidéré, mais voilà une application des boîtes quantiques. Et là, ce qui est important, c'est que les boîtes quantiques en solution vous peuvent permettre de faire des détecteurs de grand volume. C'est ça l'idée, vous ne pouvez pas faire ça avec des semi-conducteurs. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est une application assez intéressante à suivre peut-être. Alors maintenant, une fois qu'on avait des puits quantiques, bien sûr, on a essayé de faire des boîtes quantiques. Et la première manière de faire des boîtes quantiques, c'était l'approche top-down, en faisant de la gravure en faisant de la gravure de puits quantiques. Donc, on a beaucoup joué à ça à la fin des années 70, début des années 80. Dans les années 80, on a fait beaucoup ça. Donc voilà, de la gravure de couches d'INAS, d'INGAS dans du GAS, avec des boîtes qui font quarantaine de mètres. Et ce qui s'est passé avec l'approche top-down, c'est que chaque fois qu'on essaye de faire des boîtes quantiques de petite taille, eh bien, le rendement quantique s'effondre. Et donc, du coup, ça paraissait pas très bon. Donc, on a fait une théorie, on verra ça après sur la relaxation. Mais du coup, on s'est intéressé d'autres manières. Je recommande cet excellent livre, écrit en 1990. La date de publication 91 parce que les éditeurs toujours mettent un an de plus, comme ça le livre apparaît récent pendant plus longtemps, mais il était de 90. Et dans cet excellent livre, on parle de toutes les manières de faire des boîtes quantiques ou des fils quantiques de manière, par croissance, auto-organisée. Puisque l'approche top-down donnait des mauvais résultats, on essaye une approche bottom-up. Et ça, c'était donc, comme vous le voyez, déjà à l'époque, il y avait énormément de manières de faire des structures auto-organisées. Il y en a un certain nombre là. Euh, et quand on regarde la page correspondante du bouquin, il y a plein de méthodes. Et il y a une partie 4 là, partie 4 qu'on va voir en plus grand. Partie 4, nucléation de quantum dots. Ça a très bien marché sur des métaux. Il y a un problème. Pas mieux. Il y a des lasers verts qui marchent très bien, hein. D'habitude, j'amène mon laser. Je pensais qu'ici, il n'y avait pas besoin. Bon, Euh, et donc, vous voyez qu'ici, je mentionne bien la croissance de couches d'INAS. Et
bien sûr, la référence, c'est l'article de Goldstein de 85. Alors, il y a beaucoup de gens qui étudiaient la croissance auto-organisée, même chez Thomson CSF. Elmar Bukhanov et Henri Binisti faisaient de la croissance auto-organisée en épitaxie par jet moléculaire. Bon, bah, ça ne leur a pas porté chance parce que l'auto-organisation en MBE est beaucoup moins sélective que ce qu'on a en MOCVD. Donc, on a arrêté. De toute façon, à Thomson, ce n'était pas un objectif prioritaire. Je dois dire que quand même, à cette époque, on a proposé un programme européen avec des tas de camarades qu'on avait, Glasgow et autres endroits, pour faire des self-assembled quantum dots. Et cette proposition a été refusée à Bruxelles. Et donc, n'étant pas financée à Thomson, on a arrêté de travailler là-dessus. Heureusement, le CNET a continué à travailler sur ce sujet. Mais pour moi, l'époque où j'ai découvert les premiers résultats de boîtes quantiques auto-organisées, c'était l'article de Petrov en 93, où il calcule la distribution des tailles à partir de la spectroscopie. L'article le plus convaincant, bien sûr, c'était celui de Jean-Yves, où à partir de mésas sur des boîtes quantiques auto-organisées, il voit apparaître avec des mésas de petite taille les boîtes quantiques individuelles, et ça, bien sûr, c'était déterminant. Alors, dans le temps qui me reste, je vais revenir au puits quantique pour parler de laser, parce qu'au fond, j'ai vu que dans le programme, personne ne parlait de laser, et je crois quand même que c'est important de parler de laser lorsqu'on parle des boîtes quantiques. Et donc, j'en viens au laser, et le précurseur, ça a été le papier de Dingle et Henry et leur brevet. Et donc, on s'intéresse encore une fois au puits quantique. Alors, je ne veux pas parler de la théorie, hein. Il y a eu beaucoup de théories aussi dans toute cette période-là. La théorie qu'on utilise, c'est la théorie de la masse effective, où on dit que la fonction de bloc, la fonction enveloppe, elle a comme propriété, elle se base sur les propriétés des extrémums de bande avec une masse effective. Ah, ça, c'est mieux, oui. Bon, je vais essayer de jongler alors. On voit une masse effective. Et c'est cette masse effective qui détermine ce qu'on va utiliser pour résoudre l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde enveloppe. C'est assez compliqué, c'est pas si simple, euh, mais enfin, ça marche bien. Le crime paye, dans ce cas-là, ça marche. L'approximation de la masse effective marche toujours, grosso modo. Donc, c'est sympa. Et en particulier, ça a été développé dans le livre de Gérald Bastard, où il décrit en particulier les articles qu'il a écrits pour décrire les propriétés des impuretés dans les puits quantiques, les propriétés des champs électriques dans les puits quantiques, comme par exemple les féoles quantiques confinés. Donc, papier de 1914, c'est des puits quantiques de JAS dans GALAS. Et donc, Dingle voit la quantification des niveaux, mais il crée aussi des molécules ou des super réseaux où il voit apparaître tout ce qu'on attend sur la quantification des niveaux. Et tout de suite, pour Dingle Henry, ils sont à Bell Labs, ce qui les intéresse, c'est les lasers. Et donc, ils disent, bah, ça va être bien pour les lasers, parce que comme on a une densité d'états, au lieu d'avoir une densité parabolique, où quand on remplit des états, la courbe de gain suit une forme arrondie, lorsqu'on a une densité d'état bidimensionnelle, c'est-à-dire une densité d'état carré, lorsqu'on met des porteurs, les porteurs sont plus efficaces pour créer du gain. Et donc, on va gagner comme ça un facteur 2 sur le nombre de porteurs qu'il faut pour atteindre le seuil laser. Et donc, on va avoir des lasers 2 fois meilleurs. C'était une bonne idée, sauf que c'est 10 fois meilleur. Donc ça, c'est faux, et on va voir pourquoi. Mais ceci dit, un facteur 2, c'est déjà largement suffisant pour, modifier, pour
inciter les gens à travailler sur les lasers à puits quantique. Donc, je vais discuter un tout petit peu de laser maintenant. Et donc, pour avoir un laser, on doit avoir de l'émission stimulée. Euh, la condition de seuil pour qu'une une onde lumineuse qui fait un aller-retour dans un laser soit amplifiée, bah, c'est qu'au moins, après un aller-retour, elle soit égale à elle-même. Donc, lorsqu'une onde fait un aller-retour, elle subit une réflexion à chacune des facettes et après, en se propageant, elle subit de l'absorption. Donc, pour une longueur, un aller-retour qui fait une longueur de Z, elle va être atténuée d'une exponentielle alpha de L, moins alpha de L, ou alpha est le coefficient d'absorption, mais elle va être amplifiée par un facteur gamma G de gain. Alors pourquoi gamma G? G, c'est le gain par unité de volume, et il y a un petit facteur quand même qui corrige ce gain, ce qu'on appelle le facteur de confinement optique, simplement parce que quand on a une onde optique qui se propage, mais qui ne recouvre pas exactement la région de gain, il n'y a que la partie de l'onde qui recouvre la région de gain qui est amplifiée, et donc le vrai gain, c'est pas le gain par unité de volume, c'est le facteur de recouvrement de ce gain par l'onde et c'est gamma G. Et maintenant, pour que ceci soit égal à 1, c'est-à-dire que lorsque l'onde fait un aller-retour, elle soit égale à elle-même, c'est cette condition. Et donc, lorsqu'on résout ça, lorsqu'on prend le log des deux côtés, on s'aperçoit que le gain modal doit être égal à l'absorption et à la perte par les miroirs. L'absorption, typiquement, c'est de 15 à 40 cm moins 1 pour une longueur de 300 microns de laser, ce qui est classique, et pour des coefficients de réflexion qui sont de l'ordre de 30%. Donc, bah, log de 1 sur 30 sur 0,3, ça fait 3, ça fait juste 1. Donc, ça va faire 2, 2 ça va faire 1 sur L. Hop, on retrouve 30 cm moins 1. Donc, typiquement, il faut un gain de 50, 60 cm moins 1. Ça, c'est vrai, quel que soit le laser, que ce soit des puits quantiques, des boîtes quantiques, des fils quantiques, ce sera toujours ça le gain qu'il faut, puisque ça sera toujours ça les pertes, à peu près. Parce qu'on ne va pas s'interdire de tricher. On ne va pas s'interdire de tricher pour améliorer les résultats. Et par exemple, pour les lasers à puits quantiques, au lieu de prendre 300 microns, on prendra 1,2 mm, on prendra des lasers beaucoup plus longs. Donc les pertes ici diminueront d'un facteur 4. Et donc, bien sûr, du coup, on pourra laser plus facilement. Mais on a raison, hein, je ne dis pas qu'on a tort de faire ça, hein. Donc, une fois qu'on sait ça, quelle est la condition pour avoir du gain? Eh bien, il va falloir inverser les populations pour qu'il y ait plus d'émissions stimulées que d'absorption lorsqu'une onde arrive sur le matériau. Et ça, c'est ce qui s'appelle la relation de Banach du Rafour. Il faut que la différence entre les quasi-niveaux de Fermi soit plus grande que la longueur d'onde. Là encore, malheureusement, il y a des Russes qui avaient trouvé ça avant, 2 ans avant ou 3 ans avant, chez Bazov. Il y a un article là-dessus, je n'ai pas eu le temps de le reprendre, mais déjà, ils avaient trouvé. Alors là, c'est peut-être la slide la plus importante sur les lasers. C'est si on regarde maintenant en fonction de l'inversion. Donc, je regarde la courbe d'absorption ou de gain. Donc, le gain, c'est quand l'absorption est négative. En fonction du nombre de porteurs que je mets dans de l'arsenide de gallium, mais les chiffres sont à peu près pareils pour tous les semi-conducteurs, je vois que jusqu'à 10-18 porteurs par centimètre cube, j'ai pratiquement pas de gain. Et dès que j'ai un peu plus de 10 puissance 18, 1,2 de 10 puissance 18, hop, j'ai plein de gains. Et puis alors, lorsque je passe à 1,6, j'ai des gains énormes. Donc, on voit que la condition pour qu'il y ait un tout petit peu de gain, ce qui s'appelle la transparence, consomme 10-18 porteurs. Et pour avoir du gain au-dessus, j'ai besoin que de 1 cinquième, 0,2 10-18, pour avoir le gain dont j'ai besoin. Donc, il y a manifestement beaucoup de porteurs qui sont perdus pour faire de la transparence. J'ai besoin et puis après, j'ai besoin d'assez peu de porteurs pour pour atteindre le gain dont j'ai besoin pour laser. Alors, quand on met les ordres de grandeur, 1,6, 10, 18, si je prends des vieux lasers à 100 cm moins 1, le courant de seuil pour un temps de vie de 3 nanosecondes, c'est 20 kA
par centimètre carré comme courant injecté pour une épaisseur qui fera 2 microns. Hein. Elle n'est pas marquée. Bah, c'est pas faux. En fait, c'est ce qu'on avait. Moi, j'ai utilisé des lasers à 20 ampères de seuil à 77K. Pour avoir suffisamment de lumière, je limitais 200 ampères en impulsion, bien sûr. Il durait pas très longtemps et j'en ai grillé 4 comme ça. Il coûtait 200 livres en 1967, ce qui vous dit qu'il y avait un peu d'argent pour faire de la recherche à l'époque. Parce que quand même claquer à cette vitesse-là 800 livres, ça faisait beaucoup d'argent. C'est les Anglais qui produisaient ces lasers. Oui, alors c'était l'épaisseur active qu'il fallait créer, c'était 2 microns, parce que lorsqu'on prend des couches homogènes de matériaux, du GAS, eh bien, les porteurs se répartissent typiquement sur 2 microns, parce que le contraste d'indice entre les couches dopées, il y a un contraste d'indice très faible. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail exact de cette théorie. Et ça, c'était à quoi ressemblaient les lasers à l'époque. Donc c'est ça, les 20 ampères par centimètre. Alors, le grand progrès, ça a été, au lieu de faire des lasers en homostructure, c'est de faire des doubles hétérostructures où les porteurs vont se concentrer dans un volume beaucoup plus faible. Euh, C'était les inventions de Alferov et Krömer, pour lesquelles ils ont le prix Nobel, où on concentre à la fois les porteurs, mais on concentre aussi l'onde optique. Euh, à cause du contraste d'indice entre les matériaux, eh bien, on peut concentrer l'onde optique sur 0,1 micron. Et donc, au lieu d'avoir 2 microns comme pour comme les lasers homostructures, vous avez gagné un facteur 20. Et donc, le courant de seuil passe de 20 kA à 1 kA, un facteur 20. C'est beaucoup. Ça permet le fonctionnement à l'ambiante et ça a été l'essor des télécommunications optiques. Euh, et alors maintenant, on se dit, bon, bah, on va diminuer l'épaisseur. Oui, mais quand on diminue l'épaisseur beaucoup, bien sûr, on ne confine plus l'onde optique. L'optimum pour confiner l'optique, c'est de l'ordre de 500 angstroms. Mais si vous continuez à diminuer l'épaisseur, l'onde optique reprend sa taille normale, va réévoluer vers les 2 microns, et donc vous augmentez donc le gain volumique parce que vous avez un volume plus faible, mais par contre, vous étendez l'onde optique, vous étendez par comme le carré, et vous diminuez, vous augmentez le gain seulement linéairement. Et donc, du coup, quand vous regardez le seuil en fonction de l'épaisseur, il y a un optimum vers 0,1 micron. Donc, c'est toute une série d'expériences qui ont été faites à Bell Labs par Wonsang à la fin des années 70, début des années 80, où il a résolu le problème. La solution, bien sûr, ça va être de faire des lasers à confinement séparé, c'est-à-dire on sépare le facteur de confinement des porteurs dans un puits quantique, faire une couche ultra mince pour avoir un gain volumique plus grand, mais en faisant d'autres couches pour confiner le plus possible l'onde optique. Et comme ça, lorsqu'on fait ce système, l'onde optique est optimum. On diminue l'épaisseur et donc ça s'annule. On augmente d'autant le gain volumique qu'on diminue le facteur de confinement. Et donc ça a l'air neutre. Et ça l'est pas. Ça l'est pas parce que alors je vais plutôt passer aux explications. Alors, Wonsang a essayé toutes les manières d'améliorer des lasers. Il a fait des lasers à multipuits quantiques et là encore, il voit que l'épaisseur active va être de l'ordre de 0,1 micron. Il va se retrouver toujours avec de l'ordre de 1 kA. Il a essayé ce qu'il appelait les lasers à puits quantiques modifiés en diminuant la barrière. Ça marche toujours pas, 500 ampères par centimètre carré. Et enfin, il fait le laser à confinement séparé, où là, il peut diminuer le puits quantique, et là, effectivement, il arrive à 200 ampères par centimètre carré. On peut encore continuer à améliorer, à faire joujou. Et alors, pourquoi ça? Alors, c'est parce que simplement, les,
ce modèle simple où on dit la densité d'état bidimensionnelle, elle se situe comme ça par rapport à une densité d'état tridimensionnelle. Et c'est ces états-là qu'on remplit. C'était ça la théorie de Dingle-Henry. Lorsqu'on est tridimensionnel, les porteurs se répartissent comme ça, bidimensionnels comme ça. Ce qu'on voit quand même, lorsque c'est tridimensionnel, lorsqu'on augmente le nombre de porteurs, l'endroit où le gain est maximum bouge, donc il y a tous ces états qui sont inefficaces pour créer du gain, alors que lorsqu'on est bidimensionnel, dès qu'on rajoute des porteurs, le gain maximum augmente, donc c'est plus efficace, c'est ça le facteur 2, mais ça c'est faux. Ce qui se passe, c'est lorsqu'on regarde un puits quantique, bah, la densité d'état, c'est pas du tout celle qui correspond à un système 3D, ça correspond à un système 3D beaucoup plus étroit. Et donc, du coup, le nombre d'états qui existent, ce n'est pas le nombre d'états qui existent habituellement à 3D, c'est le nombre d'états peut-être qui existent habituellement à 3D, mais pour son Schrödinger, pour un puits quantique, pas du tout pour une épaisseur de double hétérostructure. Et alors, bien sûr, la vérité, c'est que, alors, bon, je vais m'arrêter, je vais reprendre après. Ce qui se passe après, c'est que quelque chose d'important pour les lasers, c'est la variation en fonction de la température du courant de seuil. Et on s'aperçoit que ce qui va compter pour la variation de température, c'est le nombre d'électrons qui sont thermiquement activés dans les couches de confinement. Alors on voit que lorsqu'on a un, un- un- un confinement séparé en plus avec un gradient de composition, il y a très peu d'états dans lesquels on va être thermo excité, donc la plupart des électrons participent au gain. Euh, Lorsqu'on a un confinement séparé carré à composition constante, on peut avoir pas mal d'électrons dans la cavité. Lorsqu'on a des multiples quantiques, par contre, comme les états qu'on va peupler sont beaucoup plus hauts, il y a très peu d'électrons qui sont en dessous. Et donc, comme ça, on a expliqué avec Julian Nagel à Thomson pourquoi c'était finalement le bon laser pour la son température était le Greenwich par rapport aux autres lasers. Je vais te dire une petite anecdote. Quand j'étais à Bell Labs, pendant que Wonsang faisait ses magnifiques expériences, euh, on m'a demandé ce que je voulais faire. C'est un moment où j'ai été embauché à Bell Labs de manière permanente. On m'a demandé ce que je voulais faire. Et j'ai dit que je voulais travailler pour comprendre la physique des lasers de Wonsang, pourquoi ils étaient meilleurs. Et là, on m'a dit, il n'en est pas question. Vous êtes dans la division de recherche fondamentale. Dans la division de recherche fondamentale Bell Labs, on ne fait que de la recherche fondamentale. Ça, c'est de la recherche appliquée. Vous feriez mieux de travailler sur autre chose que les lasers si vous voulez, être reconnu comme chercheur à Bell Labs dans la division de recherche fondamentale. Donc, on m'a interdit de travailler dessus. Et donc, j'ai fait ça quand je suis parti de Bell Labs, quand j'étais chez Thomson, avec un entracte chez Saint-Gobain. Et avec Julien Nable, on a compris tout ça et on a fait les règles de design pour les lasers, pour l'infrarouge, pour des télécoms. Et c'est pour ça que Bell Labs n'a jamais eu un bon laser pour les télécoms. Ils en avaient à 0,8 microns avec One5. Donc, mais c'était une autre époque, hein, quand même. Dans un labo industriel, on vous dit, vous êtes dans les visions fondamentales, vous faites de la recherche fondamentale. Ça montre que les temps ont changé. Alors, oui, une petite chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont expliqué que ce laser-là était bon parce qu'il y avait un effet d'entonnoir des électrons pour être capturés dans le puits quantique. Ça, c'est quand même une vision de physicien. Et je suis désolé, je dois prendre ma casquette. Non, je ne peux pas vraiment de chercheur en physique appliquée, en électronique, c'est pas mon genre, mais quand même, quand vous regardez sérieusement la structure de bande sous injection dans un laser, il n'y a pas d'entonnoir. C'est comme ça la structure de bande. Et bien sûr, il n'y a pas entonnoir, mais par contre, il y a bien le fait que la densité d'état ici est faible, et donc vous allez avoir moins d'électrons excités thermiquement. Le premier laser à puits quantique commercialisé, c'était par Thomson CSF, c'était Duchemin et de Crémou, c'était l'équipe de MOCVD. Je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, mais en tout cas, c'était le premier qui était mis en vente par Thomson. Alors maintenant, j'en viens au problème de
comment faire un laser à très faible courant de seuil? Et la réponse est, il faut qu'il soit petit. Il ne faut pas qu'il soit boîte quantique, plus quantique, ce que vous voulez, il faut qu'il soit petit. Et voici par exemple un laser qui a un courant de seuil de 50 microampères. Alors évidemment, vu le volume, il ne va pas cracher beaucoup de puissance, hein, 60 microwatts, mais voilà un laser avec un seuil très faible. Donc c'est pour éliminer certaines idées préconçues, c'est la taille qui compte. Alors maintenant, j'en viens au laser pour les télécoms, ce qu'on a fait avec Julien Nagle. Euh, pour les télécoms, vous avez donc par exemple une couche d'INGAS à 55 microns, c'est dans du INP. Et la question qui se pose, c'est quelle est l'énergie, quelle est la composition de la couche intermédiaire qui va faire le confinement optique. D'accord? Et quand on nous a fait ces croissances à Thomson, bah, les gens, pour faire cette couche intermédiaire, ils ont pris le matériau qu'ils connaissaient, c'était le matériau qui émettait 1,3 micron pour les télécoms. Et donc, parce que refaire toute une étude de quaternaire pour nous faire des lasers, pour faire joujou, pour faire de la physique, ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Mais le problème, c'est que quand on a essayé de faire des lasers comme ça, donc un, 3 un, un 3 microns, un 5 microns, il n'y a que 100 millivolts de différence d'énergie dans la couche de confinement. Et là, il y a beaucoup d'états quantiques, hein. Ça, c'est non quantifié, c'est une double hétérostructure. C'est là qu'on est quantique. Eh bien, lorsqu'on met de plus en plus de courant, on s'aperçoit qu'on augmente à peine l'émission dans le puits quantique. Et ce qui augmente énormément, c'est l'émission de la couche de confinement parce qu'il y a plein de porteurs qui débordent. Et lorsqu'on a fait la théorie complète avec Julien Nagle, dans sa thèse, Julien est là, non? Bon, sinon je l'aurais injurié en public, puisqu'on n'a jamais publié ça sérieusement dans un journal. Mais lorsqu'on fait lorsqu'on regarde en fonction de la composition de cette couche, on s'aperçoit qu'on passe, lorsqu'on est à trop faible confinement électronique, on a du courant dans la cavité, ce qui fait remonter le courant de seuil. Et lorsqu'on est avec quelque chose qui est trop haut par là, on a très peu de confinement optique. Il faut augmenter le gain volumique et donc on passe à du courant, à de l'effet Auger. On a trop d'effet Auger, on a forte concentration, on a trop d'effet Auger et donc le seuil augmente à cause du courant Auger. Et donc la bonne composition est vers 1,15 microns pour cette couche-là, pas un 3 mais un 15 microns. Et c'était un plaisir de voir au cours des années les gens qui travaillaient là-dessus, en particulier au Japon, voir que les gens qui avaient des bons lasers faisaient, faisaient monter l'énergie de cette couche de confinement de 1,3 à 1,15. Et c'est comme ça que Bell Labs, encore une fois, n'a jamais eu de bons lasers. J'en viens maintenant au laser à puits quantique, à boîte quantique, pardon. Premier papier, c'est le papier très connu d'Arakawa et Sakaki, où ils disent quand on prend des boîtes quantiques, on a une variation en température très faible. Alors, ça vient bien sûr du fait que si on regarde la densité d'état de puits quantiques par rapport à des boîtes quantiques, quand vous changez la température, bien sûr, la répartition des porteurs change dans un puits quantique, un peu moins dans un fil quantique, mais dans une boîte quantique, vous chauffez, eh bien, les porteurs restent toujours à la même énergie. Et donc, le gain ne change pas. Et donc, vous n'êtes pas sensible à la température. Le gain ne changeant pas, le seuil ne doit pas changer. Et du coup, on se demande, bon, est-ce que le laser à boîte quantique va être meilleur? Et voici un papier assez complet de Azada, hein, très intéressant, où vous voyez l'amélioration du gain en fonction du fait que vous êtes en bulk, en double hétérostructure, en, en fil et en boîte. Il y a quand même une chose qui saute aux yeux, me semble-t-il, c'est que tout le gain a été fait lorsqu'on est passé du bulk au double hétérostructure. Après, il n'y a pratiquement plus de gain. Alors ça, c'est pourquoi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour créer la transparence, il fallait 10 puissance 18 porteurs, mais pour créer le gain, au-dessus de la transparence, il n'en fallait que 0,2. Lorsqu'on est passé à la double hétérostructure, on a juste, au puits quantique, pardon, au puits quantique, on a juste ajusté le nombre de porteurs qu'il y a
à mettre en transparence, à injecter, on l'a adapté juste au nombre qu'il fallait au-dessus de la transparence pour avoir le gain. Donc, on a 0,2, 10 puissance 18 porteurs à inverser, au lieu d'en avoir 10, 18. On a gagné un facteur 5. En plus, il y a le fameux facteur de Dingle-Henry, le facteur 2. 5 multiplié par 2, ça fait 10. On a gagné un facteur 10. Voilà le facteur 10. Mais après, quand vous voulez avoir un laser à fil quantique ou à boîte quantique, mais il vous faut toujours les 0,2, 10 puissance 18 porteurs pour avoir le gain. Ça ne change pas. Et donc, il n'y a pratiquement rien à changer. Alors là, ils gagnent un petit peu parce qu'ils prennent que la largeur de raie change avec la dimension, ils prennent un temps de relaxation qui est 10 puissance 10, 10 puissance 13, et donc ils prennent pas kT, ça c'est pas kT, ça c'est 6000 électrons de volt. Et par contre, lorsqu'on prend des lasers à boîte quantique, il y a la fameuse largeur inhomogène, il y a la largeur homogène. Je pense que Jean-Michel vous en parlera. Il connaît tout ça parfaitement. Et que, donc, en fait, comme les porteurs ne seront pas plus efficaces, contrairement à ce qu'on voit là, sur ce diagramme, les porteurs, ou là, les porteurs ne sont pas plus efficaces qu'on prend des boîtes quantiques, ils sont efficaces de la même manière parce qu'ils ont une largeur inhomogène, et du coup, vous ne gagnez rien. Alors, vous gagnez rien, mais vous gagnez par ailleurs. Ce que vous avez gagné quand même en faisant des boîtes quantiques, c'est qu'au lieu d'être sur INP, vous êtes sur GAS. Et là, vous pouvez gagner du contraste d'indice pour faire le confinement, et vous pouvez gagner surtout sur la différence d'énergie pour la couche de confinement. Donc, au lieu d'être à 100 millivolts, vous êtes à 450 millivolts, vous n'avez plus du tout les effets de température. Et là, vous retrouvez un effet de température qui n'est pas dû au fait que ce soit des boîtes quantiques, vous retrouvez un effet de température qui est dit simplement à la couche de confinement. Et donc, du coup, quand vous regardez des bons lasers récents, vous voyez qu'effectivement, vous avez des lasers à boîte quantique qui montent à 200 degrés. Parce qu'ils sont, bien sûr, avec des couches de confinement de GAS. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais juste un petit truc. J'avais donc dit, on fallait 0,2 10 18, c'est 2 10 17 pour avoir le gain. Comme ils prennent 1200 microns de cavité, il vous en faut 4 fois moins, donc ça va être 5 10 16. 5 10 16 par centimètre cube, si je transforme ça dans 100 angstrom, ça fait 5 10 11. Si j'ai 6 10 10 comme densité de boîte quantique, ben, il me faudra 8 couches pour faire les 5 10 11 pour faire le gain. Et ben, c'est 8 couches. 5,10 10, c'est exactement ça. D'accord. Donc ça marche exactement comme ça doit. Hein. C'est bien la mécanique quantique, ça marche. Alors, juste une petite parenthèse. Euh, Lorsque Jean-Michel est venu me voir quand j'étais chez Thomson pour que je participe à son jury de thèse, je lui ai demandé sur quoi il travaillait en particulier, et il me disait, ben, en parallèle sur ce que il y a dans ma thèse, je travaille sur des boîtes quantiques, et je lui ai demandé à quoi ça sert. La réponse n'a pas été claire, mais on s'est posé la question. Et à l'époque, on travaillait énormément, enfin tu pourras me démentir, hein, c'est pas... Euh, et à l'époque, on travaillait énormément sur l'asgaz sur silicium chez Thomson. Et bien sûr, le matériau n'était pas bon. Mais alors, on s'est dit, mais si on met des boîtes quantiques, les porteurs vont plus se propager pour rencontrer des dislocations, pour avoir de la recombinaison radiative, on peut avoir un bon rendement quantique. Et donc, on a pris un brevet de 742. Alors, si vous cherchez sur le web, vous verrez un certain nombre d'articles sur la brevet 742. Il y a eu un grand procès là-dessus. Enfin bon, nous avons gagné. Et voici la première revendication, brevet. Alors, je dois dire, chose intéressante quand même, il y aurait toute une conférence à faire sur le 742, mais quand même, ce brevet a été écrit par un ingénieur brevet de France Télécom, ça s'appelait France Télécom à l'époque encore, du CNET, allez, du CNET, à l'époque. Très bien, 38 mots. On s'est beaucoup bagarré sur les 38 mots. Il a très bien écrit ce brevet. Et c'était la base d'un grand procès dans les nitrures. Euh, Malheureusement, c'est un brevet commun France Télécom Thomson. Thomson a abandonné l'extension au bout d'un an. Ils n'y croyaient pas. Heureusement, France Télécom y a cru.
grâce à Jean-Michel. Et donc, ce brevet a vécu sa vie de manière très intéressante. Euh, Jean-Michel a fait une manip en 96 où il fait croître une couche sur, sur du silicium, une couche de d'INAS et des boîtes quantiques d'INAS. Et on voit que, bien sûr, le rendement s'effondre pour le puits quantique. Par contre, pour les boîtes quantiques, le rendement de photoluminescence change pratiquement pas. C'est-à-dire, effectivement, les porteurs sont capturés par les boîtes quantiques, ne bougent plus et donc gardent un très bon rendement quantique. Euh, il y a une suite. À Santa Barbara, Bowers a continué beaucoup ses études et fabrique maintenant, de manière répétitive, des lasers à boîte quantique sur silicium qui marchent très bien, avec des temps de vie très longs. C'est-à-dire il y a très peu de, il y a très peu de dégradation. Ils ont plusieurs dizaines de milliers d'heures. Euh, donc ça marche bien. Pour juste terminer par un petit peu de polémique, c'est le fameux bottleneck de relaxation dans les boîtes quantiques, suite au fait que le rendement des boîtes quantiques s'effondrait lorsqu'on diminuait la taille, lorsqu'on devenait vraiment quantique dans les boîtes quantiques. Avec Henri Benisti, on avait fait une théorie du rendement qui diminue à cause du bottleneck de relaxation. C'est un effet qui avait été d'abord entrevu par Bockelmann et Bastard. Et donc, l'idée, c'est que quand vous avez des séparations entre des niveaux quantifiés, vous pouvez avoir et vous pouvez manquer de relaxation, de phonons pour tomber dans l'état fondamental, parce qu'il n'y a que l'état fondamental pour lequel on est sûr que l'overlap, les fonctions d'onde ne sont pas orthogonales. Pour les états excités, il y a beaucoup de cas où les fonctions d'onde sont orthogonales et donc ne peuvent pas recombiner radiativement. Il y a eu un papier après d'Henri Benisti où il a montré que la statistique des niveaux dans une boîte quantique, une boîte poisson, et vous pouvez avoir des niveaux où il y a de très grandes séparations par rapport à la séparation moyenne entre niveaux, et c'est ces séparations qui pourraient créer un bottleneck. Tout ça pour dire, et pour en venir au détecteur inter-sous-bande, que si vraiment vous avez des temps de vie plus longs, nettement plus longs dans les états excités, vous pouvez faire des détecteurs inter-sous-bande, et ce qu'on a montré dans ces brevets, dans ces papiers. Ah oui, ça c'est un papier surtout qu'on avait présenté à FISREB et qui a été refusé. Et comme on était parti dans les microcavités à l'époque, on a laissé tomber. Mais on peut montrer que vous pouvez avoir des températures blip pour des dimensions qui ne sont pas si petites, 500, 500 angstroms, 50 nanomètres, à cause de ces séparations très grandes. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand même l'intérêt des boîtes quantiques pour les détecteurs infrarouges. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment systématiquement d'études pour étudier ces effets-là, mais ça pourrait être intéressant. En conclusion, donc, euh, on a fait depuis très longtemps des boîtes quantiques, on est passé au puits quantique, on est revenu aux boîtes quantiques. Je vous rappelle, tous les lasers à semi-conducteurs aujourd'hui sont des lasers à puits quantique. Euh, il peut y avoir des applications intéressantes pour les boîtes quantiques en solution, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est grande surface, ou bas coût dans des cas où les semi-conducteurs habituels sont trop chers. Ça peut faire des meilleurs lasers éventuellement, en particulier, certainement sur silicium, monolithique. Et enfin, les boîtes quantiques s'intéressant à atomes artificiels pour en particulier les émetteurs de photons uniques. Mais ça, c'est pas mon domaine et Jean-Michel vous en parlera. La polémique, c'est est-ce que le bottleneck existe vraiment ou pas? Je vous rassure, il existe. Si je peux embrayer sur le bottleneck, juste pour commenter un tout petit peu, il y a deux choses. Le calcul qu'on avait fait avec Henri était simplifié. Il existe d'autres mécanismes de relaxation, l'effet Auger, le polaron, les polarons dans les boîtes. Donc, mais la relaxation est quand même ralentie. Pour l'observer, le plus souvent, si on fait du time result, on est à haute densité. Dans ce cas-là, on a des collisions électron-électron qui, sans problème, relaxent. Mais pour faire un détecteur infrarouge, vous êtes à faible densité.
Et donc là, vous pouvez avoir, et les gens qui ont fait des mesures en temps résolu ont vu des ralentissements dans les boîtes quantiques, mais pas dans les lasers, parce qu'on est à haute densité. Quand on travaille sur la boîte unique pour faire une source de photons unique et qu'on la pompe de façon résonante ou quasi résonante, là, on voit vraiment que ça descend indépendamment de la présence de copains ou pas. Donc, en fait, on a énormément de chance parce que si on regarde les derniers calculs enfin, qui ont été faits il y a une quinzaine d'années dans le groupe de Gérald Bastard, c'est vraiment là que ça a vraiment fini de donner toute l'image. On est dans un régime, nous, où on a une distance SP qui est entre les deux points d'État qui est grande et pour laquelle la relaxation assistée par le polaron, la dégradation du polaron, est extrêmement rapide. Là où c'est le pire, c'est pour les boîtes quantiques relativement grosses, pour lesquelles la distance SP serait de l'ordre de 15-20 milliélectronvolts. Parce que là, on ne peut pas utiliser encore les photons acoustiques, ils ne sont pas encore là et on ne peut plus utiliser le polaron. Et c'est là qu'il y a un problème. Et on a une chance énorme que les boîtes quantiques SK et SGS sont d'emblée dans la bonne gamme, dans le bon schéma de niveau, pour qu'on ne voit pas effectivement ce problème de relaxation, même en régime d'excitation unitaire. Un ensemble de ces points seront traités dans les exposés qui suivent et donc on pourra continuer la discussion. Donc merci Claude pour cet exposé.